Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. L'aide active à mourir face à la loi. La fin de vie de chacune et chacun d'entre nous est une affaire individuelle, intime, subjective, mais concerne tout autant la collectivité, les médecins, les familles, l'accompagnement social et psychologique et la loi. Il faut dire que notre regard sur la mort a profondément changé depuis les agonies cruelles avec les atroces souffrances qui allaient avec jusqu'aux militances sociologiques prônant l'aide active à mourir et le suicide assisté. Sans compter l'aspect politique qui interfère par le biais législatif avec une nouvelle loi avortée du fait de la dissolution de juin 2023 et qui refait débat depuis l'avis du Comité consultatif national d'éthique proposant une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir. Va-t-on poursuivre dans cette voie vers une rupture anthropologique, comme le suggèrent ceux qui s'opposent à une nouvelle loi qui viendrait légaliser l'aide active et le suicide assisté, ou alors s'en tenir à un simple toilettage de la loi Claeys-Leonetti prônant une adaptation moins intrusive, plus solidaire et d'un accompagnement social d'une population en situation de précarité et de souffrance. À mi-chemin de ces positions, le Premier ministre François Bayrou propose de légiférer en séparant les soins palliatifs de l'aide à mourir et du suicide assisté. C'est ce que nous allons voir avec mes invités que je vous présente. Didier Sicard, vous êtes professeur de médecine, ancien président du Comité consultatif national d'éthique. Haïm Corsia, vous êtes grand rabbin de France. Bruno Dalla Porta, vous êtes médecin, président du greffe, docteur en sciences et en philosophie. Catherine Kaleka, que nous avons en visioconférence, est psychologue et psychanalyste. Et vous, Claire Fourcade, vous êtes médecin de soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins. Avant d'amorcer notre débat proprement dit, rendons-nous à l'Assemblée nationale avec le député Alain Claeys évoquer les nouveaux droits des personnes en fin de vie. Je rappelle qu'il était co-rapporteur de la Commission des affaires sociales. Il s'exprimait le 10 mars 2015. Notre proposition de loi, mes chers collègues, part du plus près de la demande de nos concitoyens, celle d'avoir une fin de vie sans souffrance et de pouvoir la maîtriser jusqu'au bout. Le Comité consultatif national d'éthique le dit. Il existe une expression forte et unanimement partagée par les personnes d'une volonté d'être entendues, respectées et de voir leur autonomie reconnue. C'est pourquoi nous avons souhaité que les directives anticipées s'imposent désormais aux médecins et que la personne de confiance bénéficie d'un véritable statut. À la demande du patient de bénéficier d'une fin de vie apaisée, nous avons ouvert un nouveau droit à la sédation pour des malades atteints d'une infection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme. Celle-ci sera accompagnée d'un arrêt de tout traitement, y compris hydratation et nutrition artificielle, qui, comme l'a rappelé le Conseil d'État, constituent des traitements. Dans le cadre des auditions que nous avons menées avec Jean Leonetti pour préparer la présente proposition de loi, cet avis a d'ailleurs été partagé par Axel Kahn, président du Comité d'éthique et cancer. Selon lui, la nutrition par sonde gastrique et l'hydratation par perfusion de personnes plongées dans un sommeil profond correspond à une forme de réanimation assimilable à de l'acharnement thérapeutique. Claire Fourcade, vous venez d'écouter Alain Claeys, c'était le 10 mars 2015. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le député ? Alors moi, je travaille depuis 25 ans en soins palliatifs, j'accompagne des patients et on vit au quotidien avec la loi Leonetti et avec la loi Claeys-Leonetti. C'est deux lois qui portent la même philosophie et c'est des lois pour nous de tous les jours dans toutes les chambres. C'est pour moi incroyable comme cette loi est concrète et comme elle
accompagne notre action et notre réflexion pour chaque patient. C'est vraiment une loi qui porte pour chaque patient un message collectif et qui, pour nous soignants, est un guide pour accompagner. Et j'ai vraiment coutume de dire que cette loi est un vrai trésor, extrêmement subtile, mais extrêmement importante pour nous. C'est votre avis, Raïm Corsia? Je pense qu'il y a eu un chemin avec des étapes qui ont marqué notre pensée collective depuis, globalement, les lois qu'il y avait sur la reconnaissance de la souffrance, qui n'était pas évident. Il a fallu une loi pour dire, bah ouais, il y a de la souffrance. Et puis après, les droits du patient, et enfin, ce qu'on a mis comme plan en disant, bah, il faut qu'on développe les soins palliatifs. Mais on a fait des lois, et on a fait d'autres lois, et 2005 et 2016, mais on n'a pas encore réalisé ce qu'on avait prévu dans les soins palliatifs. Donc moi, je voudrais juste qu'on réalise ce qu'on avait dit sur les soins palliatifs, pour d'abord faire en sorte qu'il y ait une homogénéité du territoire, et plutôt que de réfléchir sur tel ou tel cas hyper, ultra, absolument minoritaire, voyons comment on peut permettre à chacun, à chacune d'être égal devant le fait que personne n'a plus à souffrir en France. Et une fois qu'on a dit ça, de faire en sorte que ce soit partout la même chose. Catherine Kaleka, vous pensez que les choses ont changé en 15 ans? Oui, par rapport à ce que vous venez d'écouter? Oui, je pense que les choses ont changé et en même temps, des problèmes supplémentaires sont apparus, notamment du fait de l'insistance actuelle de proposer des soins à domicile. Je trouve que autant les centres de soins palliatifs eux-mêmes sont, j'allais dire, équipés pour faire référence à la loi, autant un certain nombre d'institutions et les soins à domicile sont beaucoup plus en difficulté face à déjà cette loi qui est difficile à appliquer, dans la mesure où je pense que l'appropriation de cette loi, elle nécessite vraiment une réflexion et une formation importante qui ne sont pas toujours effectuées dans ces endroits-là. Merci. Alors Didier Sicard, en rentrant dans le vif du sujet, je voudrais avoir votre avis sur le dispositif législatif. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi au regard des souffrances et de l'isolement enduré par les patients en fin de vie? Doit-on s'en tenir à la loi Claes-Leonetti de 2016 dont on vient de parler? Est-ce qu'il faut légiférer en séparant les soins palliatifs et les autres aides à mourir? À votre avis, quelle est la solution optimale, s'il en existe d'ailleurs, par rapport à la demande sociale et telle qu'elle se prononce aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les médias, les spiritualités, les politiques, etc. Parce qu'il faut bien en sortir. L'intérêt de la loi 2015, c'est d'être opératoire. C'est-à-dire qu'elle s'approche des personnes et donne des possibilités. Elle n'est pas une entrave aux soins, elle est au contraire le sentiment que la personne en fin de vie est dans une situation non pas d'autonomie, mais une situation d'hétéronomie, c'est-à-dire en demande de soins, et comme n'importe quelle personne, quand nous serons au moment de notre mort, notre autonomie, elle vole en éclats. Elle est très présente dans chacun des citoyens à 30 ans ou à 40 ans dans le futur. Autrement dit, cette loi de 2015 est une bonne loi. J'étais très frappé de voir que c'est une des rares lois françaises admirées dans le monde entier. En particulier en Amérique du Sud, cette loi, quand j'étais là-bas, était très représentative, au fond, de l'esprit français, de la clarté et de l'efficacité. Le deuxième point, c'est que quand on commence à faire une loi qui légalise la transgression, ce n'est pas simplement une transgression unique, et que toute l'expérience des Belges, des Hollandais, des Canadiens, c'est que dès qu'une loi a ouvert la transgression, c'est sans fin. On élargit sans cesse le terrain et le spectre des personnes disponibles, et au fond, c'est terminé. Il n'y a plus, au fond, ça change totalement le rapport de la médecine à l'humain. Et qu'à partir du moment où la médecine
devient victime d'une sorte, d'abord, délit d'entrave, c'est-à-dire que, comme si un médecin qui accompagnait une personne, on lui reprochait cet accompagnement au lieu de donner la mort, que le délit d'entrave soit inscrit dans une loi, c'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si le délit d'entrave d'aider une personne. Il y a quelque chose qui est philosophiquement absolument effrayant. Oui, mais là, il est prévu de légiférer. Il est prévu de légiférer et de faire un article, et quand j'en avais parlé avec la ministre, elle m'avait dit c'est le cœur de la loi. Vous parlez de quel ministre? Le délit d'entrave. De quel ministre? Madame Firmin Lebaudot, qui n'est plus ministre. Et quand je lui ai dit, écoutez, un délit d'entrave, ça me paraît quelque chose d'extrêmement grave, elle m'a dit, mais non seulement c'est pas grave, mais je dis c'est le cœur de la loi. Et donc, je dis, mais il faudrait qu'en retour, il y ait un délit d'usage immodéré. Ah, il n'en est pas question. Autrement dit, cette loi est une loi proactive, est une loi qui répond à des militants, donc qui sont à peu près 2% de la population, et qui sont désireux, non pas forcément pour eux-mêmes, mais d'inscrire cette espèce d'épée de Damoclès sur le dos des médecins, comme si c'était une nouvelle façon de soigner. Chaim Corsia, toutes les lois sont considérées par des avancées par certains et des régressions par d'autres. Non, pardon. Attendez. Non, pardon. Si je peux me permettre. Oui. Réécoutons ce qu'a dit le professeur Sicard. Et d'abord, si je peux me permettre, dans le fait de me permettre, vous-même, quand vous dites aide à mourir, vous validez ce concept qui est un concept, marketing. Aide à mourir, mais moi je veux qu'on m'aide à vivre. Aide à mourir, c'est... Je fais ça, j'aide à vivre, j'aide à mourir, c'est mon métier depuis 25 ans. Et le professeur nous dit quelque chose qui est très juste, 2%, c'est-à-dire que les 2% ne seront jamais contentés par la loi. Tant qu'on ne leur dira pas, vous pouvez faire de l'euthanasie, tuer les gens, et le professeur a été un peu méchant avec votre serviteur. Il a dit, à 30, 40 ans, moi je pense qu'à 60 ans, on peut encore avoir toutes ces possibilités, mais c'est vous le médecin, pas moi. Mais il y a un moment où on peut plus faire les choses comme on les faisait à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40, ou à 60. Et alors on se dit quoi? À ce moment-là, il faut arrêter. En fait, ce que le professeur nous dit, et c'est frappé du bon sens, parce qu'en plus, si je peux me permettre, je me rappelle votre étude de 2012, il tourne partout en France et partout dans le monde, il n'entend jamais cette demande, vous-même dans vos services. Et quand on voit Jeanne Garnier à Paris, mais vous à Narbonne, on n'entend pas cette demande, je veux mourir, je veux arrêter de souffrir. C'est pas la même chose. Non plus, en dialyse. Oui, mais alors, Claire Fourcade, j'entends bien ce point de vue. Mais aujourd'hui, vous entendez aussi le point de vue des personnes en grande souffrance et qui disent on ne veut pas rester avec cette grande souffrance au moment du départ. Par ailleurs, vous savez que les soins palliatifs ne sont pas partout, donc est-ce qu'on ne peut pas entendre ces personnes et les aider à mourir? Alors, c'est fondamental d'entendre. La demande de mort, elle fait partie, elle est beaucoup plus rare que ce qu'on imagine, mais elle fait partie de notre quotidien. Entendre cette demande, c'est notre métier. Et avec chaque patient, essayer de voir comment on répond. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette demande, quand un patient me fait cette demande, je m'assois et je demande pourquoi. Je ne demande pas quand ou comment vous voulez mourir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il me semble que c'est la recherche de ce pourquoi qui nous permet, dans l'immense majorité des cas, de trouver des solutions. L'équipe où je travaille, depuis 25 ans, on a accompagné 15 000 patients. On a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie en 25 ans. Ça veut dire qu'avec même avec ces patients, on trouve des chemins. Vous parlez des patients que vous avez à Jeanne Garnier? Non, moi je travaille à Narbonne, dans l'Aude, dans un département rural, pauvre, où on accompagne des patients avec des pathologies très diverses, y compris beaucoup de maladies neurodégénératives. Et ces patients-là, ce qu'ils nous disent, c'est « je veux plus souffrir, je veux pas vivre comme ça ». Comment expliquez-vous que dans les sondages, les personnes qui demandent une aide à mourir soient plus nombreux que ce que... Voilà. Il y a 2 raisons. Oui. Je vous en prie. Monsieur repartir sur la piste de l'aide à mourir comme slogan marketing. En réalité, aide à mourir, c'est un terme qui est un enfumage, qui crée un grand brouillard. Parce que tout le monde veut être aidé à mourir. Donc quand vous faites le sondage, 90% des personnes sont favorables à l'aide à mourir. Et c'est bien normal. Même 100%. Ouais, 100%. Mais en fait, le terme est un terme
qui en fument. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 5 situations qui relient le médecin et la mort, ou l'acte médical et la mort. Et laissez-moi aller jusqu'au bout parce que c'est extrêmement important, sinon on est dans la confusion et les amalgames. Premièrement, vous avez l'abstention. On ne transfère pas une personne de 90 ans en réanimation si elle a le Covid, au risque de hâter la mort parce qu'on sait qu'elle ne supportera pas. Deuxièmement, vous avez l'analgésie. Vous pouvez prescrire des analgésiques puissants ou des sédatifs puissants à une personne qui a des métastases hyperalgiques. Donc 1, abstention, 2, analgésie, 3, vous avez ce qu'on appelle les limitations et arrêts de traitement. Je suis néphrologue, je connais bien la dialyse, je connais bien la greffe. On peut arrêter un traitement vital, la dialyse, disproportionné au risque d'accélérer la mort. Quatrièmement, vous avez le suicide assisté. Vous remettez à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber ou une perfusion qu'elle déclenche. Cinquièmement, vous avez l'euthanasie. Le médecin provoque délibérément la mort. Et là, vous attendez 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. C'est très différent. Donc ce qu'il faut voir, c'est que dans ces 5 cas de figure, il y a un crescendo dans la gravité morale de l'acte. Le 1, abstention, est moins grave que euthanasie. Et ce qu'il faut voir, et c'est là où j'en viens, c'est qu'il y a une rupture qualitative entre le 1, 2, 3, abstention, analgésie, arrêt de traitement, et le 4-5, suicide assisté et euthanasie. Il y a une rupture qualitative parce que c'est l'interdit de donner la mort qui se situe à ce niveau-là. Et quand on dit aide à mourir, on fait tomber à la trappe l'interdit de donner la mort par confusion et amalgame. Non, mais je termine juste, après je parlerai vraiment, je termine juste cette partie-là. Et ce qui est très important, c'est que dans les médias, tout est confus, il n'y a que des amalgames. Chez les journalistes également, chez les citoyens également, chez les intellectuels également. Oui, mais ça, c'est votre propos. Non, laisse-moi finir. Après, je parle plus pendant une demi-heure. Je parle plus pendant une demi-heure. Donc, je finis. Macron, quand il fait son article Libé la Croix, on lui dit, mais vous êtes sûr que aide à mourir, c'est pas une euthanasie suicide assistée? Il dit, non, c'est très différent. Et le Conseil d'État, la norme supérieure, dit, mais en fait, il se trompe, c'est bien un suicide assisté, une aide à mourir. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a énormément d'amalgames et de confusion. On ne peut pas clarifier les enjeux, et on est très content de pouvoir les clarifier ici, parce que tout se situe dans ces 5 SCAD, et la loi de 2005, Leonetti, faisait la grande différence. La Claes-Leonetti faisait la grande différence entre le 1, 2, 3 et 4, 5. Et là, on rentre maintenant dans des confusions et des amalgames. Catherine Kaleka, je voudrais avoir votre avis à vous. Est-ce que on considère qu'il y a les anciens et les modernes? Est-ce qu'à votre avis, la demande de ceux qui estiment qu'ils ont besoin d'une aide à mourir parce qu'ils souffrent et qu'il y a une inégalité à leur égard, c'est quelque chose qu'on peut écouter? Alors, je verrai 2 points dans votre question. La première, elle est, je crois que c'est la grande différence entre les centres de soins palliatifs et les gens qui y exercent et la population, j'allais dire, générale. C'est-à-dire que on est dans un idéal d'autonomie dans notre société qui fait que perdre le contrôle est quelque chose d'insupportable. Et une des réponses à cette perte d'autonomie, ça pourrait être effectivement de reprendre la main en décidant de soi-même, de son propre décès. Il est à noter, en ce qui concerne les personnes âgées notamment, que le taux de suicide au grand âge est très important déjà. Alors, cette question de l'autonomie, elle permet d'éviter en fait l'idée de dépendance totale qui est d'être totalement dans la main du médecin avec tous les fantasmes de réanimation, d'acharnement thérapeutique et de sortes de chosification en réalité de la mort. Mais ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'il y a une espèce de télescopage, et je suis d'accord avec le précédent intervenant, entre l'angoisse que suscite notre finitude et le désir de la contrôler, et la question du soin et des soignants. Je ne suis pas complètement sûre que le destin des soignants soit de provoquer la mort des patients. Et là, je crois qu'on est vraiment dans une contradiction éthique qui met tout le monde en très grande difficulté, notamment les soignants. Pas que éthique, parce qu'il y a eu une étude et une expression des représentants de plus de 800 000 soignants, ça compte quand même, qui ont dit on ne voudra pas faire cet acte. Donc quand ils disent on veut pas faire cet acte... Oui, mais ça a été pareil pour l'avortement, Raïm Corsia. Non, pour l'avortement, il y avait des morts, il y avait des situations inadmissibles. On a
Je vous signale que la loi autorise cette sorte de clause de conscience. Donc là, les soignants vous disent, on n'est pas là pour ça. Et moi, j'entends à la fois cette idée de dire, je ne veux pas souffrir, mais la loi Claes-Leonetti prévoit la sédation profonde, continue, irréversible. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune raison de transformer une loi. En plus, le professeur a raison. Et en plus, elle est admirée partout. Et en plus, elle a été votée à l'unanimité. C'est quand même assez rare en France. En tout cas, vous n'avez pas donné votre avis sur un point précis. Le Premier ministre, François Bayrou, a laissé entendre, ce n'est pas encore définitif, de séparer la loi en deux. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il divise la loi en deux, c'est-à-dire deux lois, une sur les soins palliatifs et une autre sur les autres aides à mourir? Sur ce point précis, puisque c'est du domaine du politique, même si vous n'êtes pas des politiques, mais vous avez un avis de citoyen. Oui, mais la réponse... Oui, mais sur ce point... La réponse est plus compliquée qu'on ne croit. D'accord, mais parce que, oui, mais simplement, c'est que... C'est pas parce qu'on va couvrir la France de soins palliatifs qu'on pourra faire de l'aide à mourir une sorte de loi permissive. Les soins palliatifs, le drame, c'est que l'absence de soins palliatifs peut aboutir à une espèce de résolution de demander la mort parce qu'on n'a pas d'autre accès. Mais je ne pense pas que ce soit un point fondamental. On pourrait reprocher, en séparant les deux, qu'on voudrait à tout prix privilégier les soins palliatifs et ne écarter la réflexion. Je pense que la réflexion en profondeur sur cette aide à mourir, sur les questions qu'elle pose, sur, au fond, l'écart qu'il y a en répondant à des militants et en mettant en danger une grande partie des Français, parce que c'est ça le problème. Oui, je vous ai entendu là-dessus. Mais elle est faite pour protéger, donc elle n'est pas faite pour exposer à un risque. Vous n'êtes pas favorable à ce qu'il y ait deux lois? Je ne suis pas favorable parce qu'on risquerait de considérer qu'il y a eu un entourloupe de vouloir... Je préfère qu'il y ait un véritable débat parlementaire sur cette question plutôt que de trouver une stratégie d'évitement. Alors, avançons quand même dans le débat. Parmi les défaillances objectives, et vous êtes bien placée, Madame Fourcade, pour voir qu'il manque beaucoup de structures de soins palliatifs, de maisons d'accompagnement, de personnels médico-infirmiers, de soins antidouleurs, et j'oublie aussi de dispositifs d'écoute, etc. À votre avis, est-ce que c'est une urgence de les combler et comment le faire? Ça fait 25 ans que la loi nous dit que tous les Français Oublions la loi en tant que doivent médecin pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est que tous les jours en France, il meurt 500 personnes tous les jours, chaque jour, qui n'ont pas eu accès aux soins dont elles avaient besoin. Et ça contribue à la question que vous posiez tout à l'heure de la position des Français. Chaque Français, du coup, a vu mourir autour de lui des gens dans des conditions difficiles, voire inacceptables, et se dit, moi, je ne veux pas mourir dans ces conditions. Donc vous admettez que ça... Bien sûr. Et il y a encore un chemin très important à faire. Donc il y a beaucoup de Français qui meurent dans des conditions inacceptables. Oui, inacceptables. Et ce qui est le plus frustrant pour nous soignants, c'est qu'on sait que c'est évitable. On sait que ces morts inacceptables sont évitables. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un dispositif, j'allais dire, qui soit à la fois opérationnel, solidaire, humain, c'est très important, qui coche toutes les cases? Il faut une vraie volonté politique. On ne soigne pas avec des lois. On soigne avec des gens, avec de l'argent et avec de la volonté. Et puis surtout, ce que vous avez dit me paraît essentiel, il faut un engagement de la société. C'est-à-dire que si on attend que ce soit seulement les soignants qui gèrent la question de la fin de vie et de la mort en France, on n'y arrivera jamais. On a besoin que toute la société s'engage. Et c'est pour ça que c'est très important. La loi est un message collectif. Elle dit à chaque patient et aux soignants à quel point les patients sont importants pour nous collectivement. Elle dit « vous comptez pour nous ». Et si la loi ne dit plus ça, ça perd son sens à la fois pour les patients et pour les soignants. Mais on a besoin d'une loi qui dit « il faut qu'on s'y mette tous ».
Parce que si on s'occupe de son voisin, de ses proches, avec l'aide des soignants, on pourra accompagner correctement et cette crainte de mourir seul dans de mauvaises conditions et en souffrant disparaîtra. C'est pas seulement une question de soignants. Par contre, c'est une question d'engagement de l'ensemble de la société pour une société du soin. Et moi, je crois qu'on a tous envie d'une société qui prend soin, où on prend soin les uns des autres. L'autonomie, c'est pas de faire seul, c'est de savoir quand est-ce qu'on a besoin des autres et de trouver à ce moment-là quelqu'un pour nous aider. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Monsieur Corsia, est-ce que c'est quoi le devoir d'accompagnement pour vous qui êtes un dignitaire religieux? Votre question est franchement remarquable, parce que je me suis souvent battu pour qu'on arrête d'appeler ces soins des soins palliatifs. Parce que dans le mot palliatif, il y a l'idée je ne peux plus rien faire d'autre, donc on te met là parce que, voilà, c'est fini. Moi, je crois que c'est le cœur du soin, du care, disiez-vous, lorsque vous étiez au comité national d'éthique. Prendre soin de quelqu'un, c'est l'accompagnement. Donc en fait, ça se règle avec plus de personnes. Ça se règle même avec du bénévolat. Et moi, je sais que, contrairement à ce qu'on dit, oui, il faut toujours des maisons, comme dit le professeur, on pourrait couvrir la France de maisons. Si vous n'avez pas une mobilisation citoyenne, des braves gens, votre voisin, vous êtes dépendant, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est un drame. Mais si vos voisins vous amènent le pain, les légumes, le courrier, c'est déjà moins grave. Donc en fait, si on pallie par une sorte d'hyper-société de la proximité, qui s'appelle la fraternité, eh ben, nos manques, compensés par les autres, deviennent supportables. Qu'est-ce qui est insupportable? C'est cette solitude qu'on peut percevoir soit dans le monde hospitalier où on est seul parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils nous veulent et on a l'impression d'être un poids, soit isolement par rapport à la famille, par rapport à l'environnement immédiat. Donc oui, vous avez raison, moi j'appellerais ça des soins d'accompagnement. Et vous, comment vous voyez ça, Didier Sicard, les soins d'accompagnement? Je pense qu'il y a... L'accompagnement, il est non seulement nécessaire, mais quelle est la situation dans laquelle chacun d'entre nous, quand on va mourir? Quand on va mourir, un accident, un cancer, un accident vasculaire cérébral, ce qu'on demande, c'est que la société délègue à un médecin, à personne, le soin d'être là, une famille d'être là, d'être attentif à ce moment quand même qui est un des moments cruciaux de l'existence. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. Et bien justement, c'est de penser que la mort, quand on voit des personnes âgées qui meurent sur un brancard dans l'indifférence générale, c'est insupportable. Au fond, quand une société considère que la mort, bon, on peut s'en débarrasser rapidement et que la loi permettra, au fond, par résignation de l'absence de soins, au fond, c'est la meilleure solution. Au fond, le problème, c'est que cette loi va risquer de désengager du soin. Et c'est le paradoxe. En répondant aux vœux apparents des citoyens en parfaite autonomie, on va aboutir à une destruction de l'accompagnement. On parle toujours des maladies de Charcot. Comme la maladie de Charcot, c'était l'emblème même d'une maladie extrêmement désagréable, douloureuse, pénible, qui dure quelques années. Quand le centre de maladie de Charcot de Salpêtrière dit que la demande de mort chez ces malades, elle est extrêmement rare. Elle existe, mais elle est extrêmement rare. Alors qu'on en fait l'emblème au fond, le totem d'une aide à mourir. Je trouve que c'est le problème de la philosophie de la loi. C'est pas tellement de répondre à cette ultime liberté, c'est de comprendre les conséquences extraordinairement pernicieuses, négatives, à long terme, qu'on a observées dans tous les pays qui ont adopté une telle loi. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut s'avancer avec une prudence extrême en pensant qu'une loi, elle peut avoir un effet de réponse positive à ceux qui militent et un effet de destruction. Là, oui, mais là, on est dans l'accompagnement. Alors, Catherine Kaleka, comment vous concevez-vous votre accompagnement en tant que psychanalyste face à ces patients qui viennent vous consulter? Alors moi, je pense que cette question de l'accompagnement et du soin, elle existe. Cependant, elle est parfois, comment dire, la question de la mort en tant que telle, elle est parfois
Et je pense que là se pose la question, et je lisais récemment un travail justement qui avait trait aux demandes de suicide assisté en soins palliatifs, où il n'était pas possible puisque légalement interdit, et où je trouvais que finalement cette demande des patients qui là étaient en situation de précarité de santé permettait d'aborder clairement la question de la fin de vie avec les patients eux-mêmes. Et je crois que ça rencontre cette demande d'autonomie des sujets, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a une représentation de la bonne mort ou de la mort qu'on souhaiterait qui met à l'abri des angoisses qui nous saisissent tous à l'idée de mourir, à l'idée aussi d'avoir un corps altéré dans une dépendance, voire des douleurs. Et je pense que de pouvoir l'aborder clairement, alors on a pensé quelque chose à propos des directives anticipées, mais elles sont énoncées souvent sur papier et rarement discutées précisément avec les gens. Et je pense que là, il y a peut-être une ouverture qui permettrait de pouvoir évoquer ce que pourrait être une représentation pour le sujet lui-même de sa propre mort. Alors, avec vous, Bruno Dalla Porta, vous êtes médecin, président du greffe. Est-ce qu'il n'y a pas une autocritique possible des médecins par rapport à ce sujet? La fin de vie est quasiment absente comme sujet d'étude, comme au niveau de la formation universitaire. A fortiori en termes de valorisation, de progrès scientifique, etc. Bon, c'est un peu le désert dans ce domaine-là. Est-ce que dans la formation médicale, comment vous expliquez qu'on ne prépare pas les médecins à ce sujet qui est quand même capital? C'est une excellente remarque. C'est-à-dire qu'on a une très grande loi qui est la loi de 2005 Leonetti. Elle n'a pas été enseignée suffisamment et tous les médecins de mon âge ont fait des études avant 2005. Donc il y a peu de médecins qui sont compétents en éthique médicale et en soins palliatifs. Et par contre, il y a plein de très bons médecins. Mais par exemple, en néphrologie... on ne met pas en cause, on n'est pas en train de mettre en cause le médecin en tant que médecin, mais le médecin qui n'a pas cette formation. On dit la même chose, c'est-à-dire que les personnes qui réclament l'euthanasie sont souvent des personnes qui ont été traumatisées par des proches, qui ont vécu un abandon médical, qu'on a laissé dans une chambre avec des escarres, sans compasse, etc. Et elles posent la bonne question. Elles disent c'est insupportable, cette médecine qui n'est pas à la hauteur. Elles posent la bonne question, mais elles apportent la mauvaise réponse. La réponse n'est pas l'euthanasie, la réponse c'est de se dire comment on transmet cette loi, ses repères philosophiques, ses repères médicaux, comment on la transmet. Donc la vraie question, c'est qu'on a une très grande loi qui est mal connue et mal appliquée, et il y a urgence à diffuser ces concepts. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Les vraies demandes par les proches d'euthanasie sont souvent des personnes qui ont vécu des situations insupportables. Et je fais un mea culpa de la médecine. Ah oui, mais donc il faut répondre à ces questions aussi. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il faut divulguer les soins palliatifs, et c'est-à-dire... Oui, mais là où il n'y a pas de soins palliatifs, il faut bien... Les gens qui sont dans ces situations de grande souffrance, oui, mais donc, il faut bien s'en occuper. Mais si vous donnez un argument par défaut, pragmatique, c'est-à-dire du style on a mal fait, donc on leur propose la mort, ben c'est quand même une réponse pauvre. C'est-à-dire que c'est un fort coût moral pour une civilisation et à faible coût économique, d'accord. Mais ce qu'on voudrait, nous, c'est que la démocratie soit à fort coût économique, qu'on mette les moyens, et à faible coût moral. Donc on est bien d'accord. Oui, mais écoutez, moi j'ai vu un reportage à la télé, dans un petit village, il y avait un médecin. On lui a demandé, un généraliste, de faire également des veillées pour qui soit là la nuit, des gardes de nuit. Et la personne a refusé pour des raisons personnelles. Il n'y a plus de médecins. Donc les patients sont obligés d'aller à 30 km. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un est dans un état de grande souffrance, il ne peut pas aller à 30 km. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lui? Je voudrais poser juste une phrase. Au Canada, ils ont fait une enquête récemment. Oui, mais... Ils ont dit, mais vous allez voir le lien, ils ont dit, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on ouvre l'euthanasie pour les personnes en grande difficulté sociale, en grande précarité, en gros les SDF? 28% des Canadiens ont dit oui. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter la précarité, on élimine les précaires. C'est le même problème que vous posez. Il y a un manque de moyens. Est-ce qu'on va enlever les personnes qui manquent de moyens ou est-ce qu'on met les moyens? Donc, on est oui, mais les personnes qui manquent de moyens ont recours aux politiques pour corriger ce qu'ils considèrent comme une inégalité. Cher Émile Mallet, vous êtes trop fin pour ne pas avoir compris
cette réponse. C'est, vous dites, regardez bien ce que vous êtes en train de dire, c'est très intéressant. Vous dites, puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, faisons une loi pour ces endroits. Ça veut dire que vous allez me dire qu'il y aura une loi pour ces endroits, mais là où il y a les soins palliatifs, il n'y aura pas la loi? Donc, vous voyez bien que c'est pas possible. Donc, vous le savez bien, Monsieur Corsia, il y a une médecine à 2 vitesses, à 3 vitesses, il n'y a pas une république à diverses lois. La réalité, c'est qu'on risque d'instiller, comme le disait le professeur tout à l'heure, une perte de confiance radicale dans tout le personnel soignant. Je rentre dans un hôpital, est-ce que c'est un hôpital qui appuie la seringue ou pas? Est-ce qu'on va me soigner ou m'éliminer? En considérant que, vu mon âge, rappelez-vous la question que nous avions au Conseil national d'éthique, une personne de 85 ans, avec un traitement qui va coûter 1 million, pour avoir peut-être 6 mois de durée de vie de plus, est-ce qu'on ne devrait pas les mettre pour s'occuper des jeunes? Mais pourquoi on ferait perdre une chance humaine à cette personne? De quel droit on l'a fait pendant le Covid. Non, c'est faux. Ne dites pas ça, c'est faux. Pardon, c'est faux. J'ai demandé, on a suivi ça de manière très pointue. Personne n'a fait de tri de malades pendant le Covid. C'est une légende urbaine qui fait plaisir à certains, tout comme, encore une fois, un coup de marketing incroyable. On a inventé ce mot de suicide assisté. Non seulement c'est un oxymore, mais c'est impossible. On ne peut pas dépenser des millions pour lutter contre le suicide dans toutes les populations et payer de l'argent pour aider des gens à se tuer. Il n'y a pas de faut arrêter avec suicide assisté, à assassiner des gens, c'est pas possible. Oui, Madame Fourcade. C'est très important aussi. Moi, je travaille dans un département rural. L'Aude est le département rural le plus pauvre de France, et on accompagne les gens. Il ne faut pas non plus laisser croire que les seuls endroits où on peut mourir correctement, c'est dans une grande ville ou dans un grand hôpital. On est capable d'accompagner les gens, on a besoin de former les soignants, c'est vrai, mais moi je trouve que ce serait un renoncement terrible de se dire, puisqu'il y a des endroits où on n'y arrive pas, supprimons les malades qu'on n'arrive pas à soulager. Quand même, on doit avoir une ambition commune qui est de se dire, tout le monde a le droit d'être soulagé, c'est pas votre code postal qui doit décider comment vous allez mourir. Et donc je pense que ce défi est vraiment important, et puis quand même, il faut rappeler aux Français que quand même l'immense majorité des gens qui meurent tranquillement, calmement et sans avoir besoin de soins hyper complexes. Parce que ces débats aussi véhiculent pour l'ensemble de la population l'idée que la mort, c'est toujours une grande souffrance, quelque chose de très difficile et que ça va être insupportable. Or, l'immense majorité des gens meurent tranquillement, paisiblement, et certains ont besoin d'un accompagnement plus soutenu et ils doivent l'avoir. C'est notre... il me semble c'est vraiment un défi pour nous tous. On va en parler. On va d'abord écouter, si vous voulez bien, le député du MoDem Olivier Falorni s'exprimer. C'était à l'Assemblée nationale le 12 mars 2014. Parler de la fin de vie, c'est d'abord parler de la vie, car c'est aimer la vie, passionnément. Parler de la fin de vie, c'est aussi regarder la mort, lucidement. Parler de la fin de vie, c'est en parler avec humilité, avec gravité, avec respect de toutes les convictions. Parler de la fin de vie, ce n'est pas avoir la vérité, c'est avoir la volonté de faire mieux pour les malades et pour leurs proches. Parler de la fin de vie, c'est convoquer les valeurs de la République, c'est vouloir la liberté, celle de disposer de sa mort à l'image de celle de disposer de son corps que nous venons de sanctuariser. C'est vouloir l'égalité, celle qui permet de ne pas s'en remettre à la clandestinité ou à l'exil forcé. C'est vouloir la fraternité, celle d'une fin de vie qui serait solidaire et pas solitaire. Au fil des ans et des lois, 2 droits essentiels ont été obtenus. Le droit de ne pas souffrir, car la souffrance n'est pas inévitable et encore moins nécessaire. Et le droit de ne pas subir, le droit de dire non à l'acharnement. Notre devoir est de faire de ces droits une réalité. Cela exige le renforcement et le développement massif des soins palliatifs. Mais comme toute médecine humaine, ils sont parfois impuissants face à certaines souffrances. C'est pour cela que je souhaite un ultime recours, celui d'une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie, mais qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. Dans une interview récente, le président de la République est intervenu sur le sujet avec humanité et responsabilité. Alors, Monsieur le Premier ministre, il nous appartient désormais d'ouvrir le champ des possibles pour prendre la clé des champs, comme l'écrivait Montaigne. Cette clé des champs qui permet de partir comme on a vécu, librement et sereinement. Je vous remercie. Alors, c'était bien Olivier Falorni, c'était le 12 mars 2024 et non 2014, comme je l'ai dit par erreur.
Madame Fourcade, c'est un discours humaniste, non ? Alors, c'est un discours apparemment humaniste. On nous présente souvent cette loi comme une nouvelle liberté qui n'enlève rien aux autres. Et moi, ce que je vois dans mon quotidien, avec des patients fragiles et vulnérables, c'est que cette loi, elle enlève à tous la liberté de ne pas se poser la question de savoir si ce serait mieux qu'on soit mort. Mais cette loi, elle n'existe pas encore. Oui, mais si elle passe, chaque patient perd la liberté de ne pas avoir à se demander chaque matin est-ce que ça serait mieux pour mes proches, oui, mais le politique a la liberté de légiférer aussi. Absolument. Chacun fait son métier. Je ne souhaite pas la lui retirer, absolument. Mais moi qui suis concernée et impliquée directement, puisque c'est à moi qu'on souhaite demander de mettre en œuvre cette loi, il me semble de ma responsabilité de donner mon avis, dont on fera bien ce qu'on voudra, mais en tout cas, je me sens... Je suis tout à fait d'accord. Vous avez un avis privilégié en tant que médecin, mais il y a l'avis des politiques, absolument. Il y a l'avis des psychologues, il y a l'avis d'une kyrielle de personnes, des soignants, familles. On a pris la parole dans ce débat depuis quelques années, justement pour que le réel soit présent dans le débat. C'est pas seulement un débat d'idées, la liberté, c'est aussi la réalité de l'accompagnement. Qu'est-ce que ça implique pour les patients ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Dire aux Français qu'en fait des demandes d'euthanasie, il y en a très peu. Des gens qui partent en Belgique, les chiffres viennent de sortir hier, l'année dernière, il y en a eu 150 sur 630 000 décès. Il est question d'avoir un débat qui soit éclairé et qui permette de comprendre les enjeux de ce qui se joue et les conséquences. Oui, mais le président de la République a organisé des assises de débat autour de ce sujet. Oui. Donc il a écouté beaucoup de personnes. On voit que cette question, en tout cas, fait toujours débat, et c'est pour ça qu'aussi la question que vous posez sur la séparation des lois, elle est pour moi importante, parce que la question des soins palliatifs est une question médicale, c'est une question collective, mais une question qui probablement pourrait conduire à un nouveau vote à l'unanimité. La question de l'euthanasie et du suicide assisté est une question beaucoup plus clivante, sur laquelle il paraît justement important que les députés puissent se prononcer librement. Il a bien réuni à ce sujet beaucoup de monde. Je crois que ça c'était au Conseil économique, social et environnemental. Oui. Donc il y a eu des écoutes qui ont été faites. Absolument. Bon, écoutez, Monsieur Dalla Porta, une question qui concerne l'hôpital. L'hôpital, on sait qu'il est actuellement en crise, bon, on en parle très souvent. Essentiellement, ou en tout cas un point important, c'est embolisé par les urgences. Comment, dans un hôpital qui est en embolisation d'urgence, qui par ailleurs manque de personnel médicaux, paramédicaux, etc., comment accroître les dispositifs de solidarité, d'écoute, de compassion, d'assistance, surtout qu'une majorité de nos compatriotes décèdent à l'hôpital, si je ne me trompe pas. Non, mais je vais repartir différemment. Non, restez si vous voulez. On ne va pas faire que de la morale. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un problème de morale et d'univers symbolique. Oui, non, mais on en a parlé. Vous vous êtes exprimé là-dessus au début. Mais là, il faut qu'on puisse avancer sur les questions. Si vous venez à mon service à l'hôpital, on a 150 patients extrêmement malades, extrêmement fatigués. On leur coupe les orteils, les pattes, etc. Il n'y a pas de demande d'euthanasie. J'ai repris tous les dossiers depuis 10 ans. Sur 200 décès, on a eu 1% de demande d'euthanasie. Sur les Revenez toujours en arrière, avancez. Oui, mais la vraie question, c'est qu'on a un staff aujourd'hui. La question du staff n'est pas qu'est-ce qu'on fait des demandes d'euthanasie. La question n'est pas qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces demandes. La question, c'est comment on a des moyens, ce que vous dites, quelles infirmières, on manque de moyens. Donc la question... Oui, mais comment vous évaluez ces moyens? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut à l'hôpital pour humaniser l'hôpital et le rendre plus fonctionnel par rapport à ces personnes très âgées, très malades et très souffrantes? Moi, je peux vous dire déjà, abandonner la T2A, parce que vous ne pouvez pas quantifier ce que c'est de prendre la main d'un patient ou d'une patiente et d'être avec cette personne. C'est pas dans la T2A déjà qu'on avait à notre époque. C'est quoi la T2A? Tarification à l'acte. C'est plus sexy pour un hôpital de faire une belle opération de la hanche que d'accompagner un malade. Comment on valorise... Accompagner est pénalisant. Voilà. C'est-à-dire que expliquez-vous, Didier, mettre une prothèse de hanche, c'est pour l'hôpital extraordinairement lucratif, même public. Accompagner un malade, s'asseoir à côté de lui, lui prendre la main, l'écouter dans sa détresse, est pénalisant. Et donc, après, une infirmière ou un médecin qui le ferait serait rapidement considéré comme un poids à l'hôpital. Donc, le problème, c'est que une loi sur l'aide à mourir, elle viendra s'engouffrer et justifier
au fond, que l'aide aux soins, elle est superflue. Et que, au fond, les citoyens ont demandé, par la loi, et on l'a obtenu par la majorité parlementaire, la possibilité qu'ils peuvent mettre eux-mêmes fin à leur vie. Et que ça ne sera pas seulement les malades en fin de vie, parce que les malades en fin de vie qui souffrent, la sédation prolongée jusqu'à la mort y répond totalement. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand la DMD dit « je ne veux pas qu'on parle de sédation parfaite et continue » parce que la sédation profonde et continue, elle prive les gens, les malades, de leur mort. On sait comme s'il fallait affronter la mort avec courage et lucidité pour être un citoyen digne. Et quand on rajoute ce mot dignité de façon permanente, on peut imaginer que les citoyens, peu à peu, vont considérer que c'est indigne d'être citoyen et d'être accompagné parce qu'on ne rend pas service à la République. On est un mauvais citoyen. Au fond, quand De la Porta parlait de symbolique, c'est pas simplement un acte, c'est pas simplement la réponse à une demande de liberté, c'est une réponse qui donne le sentiment que désormais, l'euthanasie est un soin, comme les autres. C'est un hommage à la vie, comme dit le député Farloni. Je trouve qu'il y a une sorte de confiscation de la réflexion au profit d'une demande militante, moi qui m'a toujours effrayé par sa pauvreté, par sa... comme s'il y avait une espèce de mot liberté, dignité, comme si ça étouffait la moindre réflexion. Catherine Kaleka voulait intervenir. Oui, je voudrais intervenir sur la dignité qui me pose question vraiment, c'est-à-dire que deux choses. La première, c'est l'atteinte narcissique que constitue l'atteinte d'une maladie, qu'elle soit neurodégénérative ou d'une maladie à mauvais pronostic. Et la question qui revient et qui revenait quand je travaillais à l'hôpital, qui était la question du poids. La question du poids pour les autres, c'est-à-dire à la fois ma vie n'a plus de sens, ça c'est un volet de la question, mais la deuxième question c'est est-ce que je serai un poids pour les autres? Et effectivement, cette question du devenir indigne est couplée avec celle de l'autonomie. Est-ce que quand on est dépendant, est-ce que quand on a besoin de l'autre, on devient indigne? Et à ce moment-là, est-ce que la vie n'a plus de sens? C'est vraiment, je pense, une question très importante et qui, là, certainement rencontre toutes les questions des défaillances de la société. Comme si, finalement, la société serait une mère indigne et que, dans ce cas-là, on devrait la quitter par ses propres moyens, en quelque sorte. Monsieur Corsia. Vous avez, dans ces deux réflexions, quelque chose de formidable. Imaginons une loi. Vous vous rendez compte? La culpabilisation projetée sur le patient qui dit « Ben non, moi je veux qu'on me soigne. » Enfin, inconsciemment, et le personnel me dit « Mais quoi, vous bloquez un lit, vous bloquez du temps, de l'argent, c'est honteux. » Et Durkheim, dans son livre « Le suicide » de 1897, développe une typologie des suicides. L'un des 4 suicides types pour Durkheim, c'est le suicide altruiste, celui qui, comme le disait madame, ne veut pas être un poids pour la société. Le suicide altruiste, c'est « je vais rendre service à tout le monde, je vais enlever un poids ». Mais s'il n'y a plus de poids sur la société, il n'y a plus d'interdépendance, donc il n'y a plus de société. Oui, monsieur De la Porta. La vraie question, c'est est-ce que dans une démocratie, on peut légiférer l'exception? C'est ça la vraie question. Quand on a affaire à une grande loi universelle et symbolique, c'est ça la question. On a des grands tabous. On a l'interdit du cannibalisme, on ne mange pas autrui. On a la prohibition de l'inceste. Certes, il y a des pères qui couchent avec leurs filles, mais c'est non. On a l'interdit du meurtre. Donc on a une loi universelle. La question, est-ce qu'on peut légiférer l'exception? 1981, Mitterrand est élu. 82, Badinter, ou 81, abolit la peine de mort. Ensuite, 82, arrive le libre suicide mode d'emploi. 87, Badinter fait une loi qui dit on interdit le suicide dans la société. 83, le CCNE est produit et débute. Et tout le CCNE a été créatif, imaginatif dans la philosophie du soin parce qu'ils avaient l'interdit de donner la mort qui était bien présent. Et en fait, Didier Sicard est vraiment une grande singularité de la République parce que de 99 à 2008, il a maintenu très fort cet interdit et
a développé une philosophie du soin extrêmement importante. Pour nous, c'est le Robert Badinter de la médecine, c'est une grande singularité. Les choses avancent de plus en plus et l'éthique est devenue une machine de guerre contre la loi symbolique et universelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a l'éthique de la chasse, l'éthique du camembert, l'éthique du t-shirt, etc. On perd l'univers symbolique. Et l'univers symbolique, il ne sert pas à l'individu, il sert au collectif. Il ne sert pas au court terme, il sert au long terme. Et donc, tout ce qu'on raconte actuellement, ce que dit Falorni, c'est du court terme, de la liberté, de l'individu. On oublie notre monde commun. La vraie question, c'est quel monde on veut pour demain, pour les personnes âgées, pour les solidarités. C'est ça la question. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui pour une personne exceptionnelle. Oui, mais ce que vous dites, oui. est très bien comme discours symbolique. Oui. Mais vous avez les parents des gens. Là, vous repartez sur l'individu. Les parents. D'accord, mais parce que c'est la réalité. Vous ne pouvez pas nier les réalités. Alors, je vais vous donner notre exemple. En 2030, il y aura 2,5 millions. Vous n'allez pas dire à quelqu'un. Et là, vous focalisez sur l'individu. En fin de vie, vous n'allez pas. En fin de vie, vous n'allez pas lui dire lisez le Coran ou le Talmud ou les évangiles et vous trouverez la solution. D'abord, je préférais les psaumes que le Talmud. Les psaumes, si vous voulez, c'est plus gai, c'est élevant, c'est plus lyrique, oui. Mais en réalité, ce qu'a dit le professeur, comment il a dit? Le Teddy Riner de la médecine. Non, le Badinter de la médecine. Oui, mais on a... Non, dites-moi. Non, plus sérieusement. Oui, la réalité, oui, mais la réalité, c'est quoi? Il n'y a pas de cas individuel, puisque tous les cas individuels peuvent être traités avec cette sédation profonde, continue, irréversible de la loi de 2016. Il suffit que le corps médical... il suffit que le corps médical constate une souffrance incurable et on arrive à donner cette sédation. Oui, mais alors, dans ce cas-là, Didier Sicard, je vous pose la question simple. Imaginons une sédation parfaite, égalitaire, c'est-à-dire avec un soin palliatif qui l'accompagne, etc. Quelle est la différence entre ça et l'euthanasie? L'intention. C'est très important. C'est l'intention. C'est la même chose. Les services de soins palliatifs utilisent la sédation. Oui, mais tout le monde n'a pas accès. Si tout le monde avait accès... Le problème, c'est que la loi le permet à ce que la médecine, devant une situation grave, irréversible, d'une personne en état de souffrance irréversible, a parfaitement le droit. Et le problème, c'est que la médecine, à partir du moment où la mort a été médicalisée, la médecine n'a pas été à la hauteur. Ce n'est pas parce que la médecine n'a pas été à la hauteur qu'il faut de mettre la médecine à l'écart, en disant « vous avez failli ». Par conséquent, désormais, la loi permet, au fond, la République se substitue à la médecine pour que, en l'absence d'accompagnement, et d'ailleurs l'accompagnement étant jugé superlatif, d'avoir cette possibilité de demander la mort. Au fond, il y a une sorte de résignation contemporaine de ce qu'est l'économie générale, le statut de la médecine, pour introduire une loi qui transgresse. Une loi qui transgresse, c'est une loi qui est beaucoup plus grave que simplement une loi qui... Oui, on vous a entendu là-dessus. Oui, mais c'est pas... Alors, écoutez, je remercie beaucoup pour ce que vous avez dit et je vais vous proposer une brève bibliographie qui a permis de préparer cette émission. Alors, Chaim Corsia, vous avez publié « Aider à vivre », la collection Tracts Gallimard. En un mot, c'est quoi aider à vivre? Vous vous transformez de rabbin en médecin? Non, je me transforme de rabbin en rabbin, c'est-à-dire un rabbin, c'est quelqu'un qui accompagne, et j'accompagne la société pour l'élever et pour lui donner de l'espérance. L'espérance, c'est pas tu vas espérer juste on va te tuer. C'est pas ça l'espérance. Je pense qu'il faut encourager toutes les possibilités d'accompagnement. Vous êtes le nouveau Maïmonide. Non, n'exagérons rien. Moi, je suis en deuxième division. Il était aussi médecin, je crois. C'est vrai, pas moi. Tout à fait. Alors, Bruno Dalla Porta, prendre soin du prochain, prendre soin du lointain. Donc, vous mettez en parallèle le prochain et le lointain. Oui, en fait, les valeurs du soin, c'est un trésor de la démocratie, et les valeurs du soin, ce sont les valeurs de demain. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre soin de soi, prendre soin des autres non humains, du vivant, et prendre soin de notre monde commun, présent et à venir. Donc les valeurs du soin, on ne peut pas y introduire la mort. C'est la plus fine pointe de notre humanité, et je ne crois pas que la fine pointe de notre humanité soit au bout d'une seringue. On vous a entendu. Alors, Didier Sicard, l'éthique médicale et la bioéthique, vous avez publié ça au PUF,
depuis le temps que vous interrogez sur l'éthique médicale, vous évoluez ou c'est quelque chose qui doit rester théorique? La première édition date de 2009 et on est à la 8e édition, renouvelée tous les 2 ans. C'est-à-dire que l'éthique n'est pas une pensée figée. Je passe mon temps à m'interroger, à douter et à réfléchir au fond sur les capacités de l'être humain à accepter le doute, à accepter la controverse. Ce n'est pas une sorte de morale dogmatique. Et plus je vais, je vieillis, je m'approche de ma mort, et j'ai le sentiment que, au fond, plus je m'approche de ma mort, plus je m'aperçois que j'ai besoin des autres, et j'ai besoin surtout que je ne sois pas confronté un jour à, comme un malade me le disait, je veux bien mourir, mais je ne veux pas qu'on me tue. En tout cas, on a constaté que vous êtes bien vivant aujourd'hui. Claire Fourcade, vous avez publié Journal de la fin de vie, l'état, la mort et le tragique. Pourquoi la trilogie? Ce qui me semble qu'un des grands enjeux de ce débat, c'est de savoir comment l'État et la loi répondent à la question de la souffrance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le rôle de l'État et de la loi de répondre à la question de la souffrance? Je pense que ça, c'est un des grands enjeux souvent non parlés du débat actuel. Catherine Kaleka, vous avez publié en codirection Le vieillissement saisi par le soin. Vous pensez qu'aujourd'hui, les deux choses vont de pair? Mais je pense que elles sont vraiment très compliquées et en tension justement entre la question du soin et la question du poids du soin et la question de la valorisation ou de la considération des vieux dans la société. Là, c'est vraiment très spécifique à la prise en charge des âgés qui sont justement les plus nombreux à envisager le suicide et à le réaliser. Donc c'est vraiment une question sociétale très importante qui nous traverse et qui reste à réfléchir à mon avis. Et vous parliez d'une société solidaire, j'ai l'impression qu'elle est en grande souffrance et qu'elle aurait besoin d'être beaucoup soignée en ce moment. Ben écoutez, on va rester sur ces paroles et je voudrais vous remercier, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Le sujet est inépuisable. Bon, on aura l'occasion de le réaborder. Il y aura d'autres questions. Je vous remercie de votre participation. On a essayé de donner un éclairage. Je voudrais remercier l'équipe d'LCP qui a permis sa réalisation et je vous dis à bientôt.